Deuxième volet de conférence. Avant de passer la parole à Michel Romera qui va exposer la démarche, je voulais faire une transition avec le thème qui a été développé par Naturex et M. Huguet. Monsieur Huguet a posé un système d'information, il est toujours en train d'y travailler dessus. Il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé concernant justement l'intégration dans le système d'information des habilitations électriques ou des habilitations que les techniciens devaient avoir. Tout le volet habilitation et puis également la gestion, le lien au réglementaire. Donc l'exposé que va faire Michel Romera dans les prochaines minutes, lui, il s'inscrit directement dans le prolongement du management opérationnel de la maintenance et notamment des aspects sécurité et élévation du niveau de compétences des techniciens. Donc il a énormément travaillé avec ses collaborateurs, qui sont d'ailleurs ici présents, j'ai vu, sur la refonte complète de son système de management de la sécurité et évidemment l'évolution des compétences auprès de tous les techniciens de maintenance pour faire en sorte que la maintenance devienne plus sécure et s'inscrive vraiment dans les démarches de performance de l'entreprise. Je te passe la parole, Michel. Merci à toi. Bonjour à tous. Thème très important d'abord pour les responsables de maintenance qui sont donneurs d'ordre, les premiers acteurs à envoyer des sous-traitants, envoyer leurs gars sur des interventions, avec aussi un enjeu performance derrière. On leur demande des temps de maintenance, des performances machines. Très important aussi pour les responsables de sécurité, parce que le responsable sécurité, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se faire mal sur des interventions de maintenance comme d'autres. Et aussi très important pour la FIM, parce que la FIM fait des travaux avec l'INRS, fait aussi des travaux, on verra plus tard, sur des outils comme Securafim pour la conciliation des équipements. Donc je suis membre de la FIM, ça fait 6 ans que je travaille chez Panzani dans des secteurs techniques. J'ai toujours travaillé, je travaillais avant dans un grand groupe qui s'appelle Univers, toujours dans des postes de management technique. Donc quelques mots très rapides sur la société Panzani. Panzani, tout le monde connaît bien sûr, c'est l'une des 5 marques préférées français, numéro 2 en Europe, et numéro 1 des pâtes alimentaires. Panzani, c'est un groupe qui fait partie de notre groupe qui s'appelle Ebro. Mais en tout cas, en France, c'est un groupe qui a les marques Ferrero, Regia, Zakia, spécialisées dans le couscous, qui a aussi Torrelé, et depuis 2000, qui a acheté Lustucru, et depuis 2015, Roland Montera et Semnat. Roland Montera qui est un charcutier lyonnais, et Semnat qui fait des céréales bio. Alors, l'objectif de l'intervention, c'est mettre en perspective les enjeux performance et sécurité pour réaliser une maintenance à toute sécurité. On va voir les éléments clés du processus de maintenance sécurité que l'on a mis en œuvre dans le groupe Panzani pour arriver à trouver un équilibre entre la performance et la sécurité. Le dilemme, c'est un schéma que j'aime bien parce qu'on voit qu'il faut trouver un équilibre, un dilemme, entre d'un côté l'activité de maintenance, la programmation de la maintenance préventive, l'intervention rapide sur des tâches curatives, qui n'est pas une mince affaire en termes de sécurité, au niveau des analyses de risque. Et d'un autre côté, les enjeux de performance de l'entreprise, la pression du quotidien, de la production, qui nous dit il faut livrer les clients, il faut être performant aujourd'hui dans les entreprises. Et il faut trouver une solution adaptée, alignée à l'effort et l'enjeu. Donc quelle solution réaliste et pragmatique? Tout d'abord, il faut donner un cap, afficher les ambitions, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs, définir la politique sécurité-maintenance, quels sont les meilleurs moyens de coordonner les actions et de les piloter afin d'atteindre le but. Voilà. En tout cas, c'est de permettre à une entreprise d'être la plus performance possible en garantissant les moyens optimaux,
des conditions de sécurité. Et là, on a travaillé sur les trois aspects, l'aspect organisationnel, l'aspect humain et l'aspect technique. Tout d'abord, on a commencé par mener une campagne de vérification de conformité machine. Parce qu'on ne peut pas parler de sécurité, de performance, sans tenir compte de l'aspect conformité machine. Et donc là, on a mené une campagne avec un organisme de vérification sur l'ensemble des machines pour les remettre en conformité ou lever des correctifs qu'il y avait à faire sur les caractères ou sur autre chose. Ensuite, il y a la gestion des compétences. Ça, c'est la partie humaine. Hein. Il ne faut pas oublier les techniciens. Les technologies évoluent, les normes évoluent. Et donc, il faut adapter, il faut donner de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aux équipes de maintenance. Ensuite, ne pas oublier aussi l'amélioration continue que tout le monde mène dans les entreprises et d'y intégrer ce facteur sécurité dans nos outils de performance. Je prends l'exemple de l'amélioration continue, mais on peut parler aussi de Kaizen, on peut parler aussi de mode opératoire dans les machines, de fiche machine. C'est d'intégrer dans toute notre partie formalisation de mode opératoire, outils de performance, l'aspect sécurité. Après, bien sûr, la sécurisation des interventions par la consignation machine. Et le gros morceau, c'est le processus. Et là, refondre les plans de prévention, les adapter à nos entreprises, les adapter à notre activité, mettre en place des permis de travaux et réception de travaux. Réception de travaux, bien sûr, toujours basé sur l'aspect sécurité et l'aspect qualité. On verra plus tard. La méthodologie. Donc la méthodologie, c'est d'abord, on l'a dit, la conformité machine de la campagne, la formation des techniciens pour les faire monter en compétences, les processus, permis de travail et la réception des travaux. Réceptionner les travaux, vérifier la conformité avant la remise en exploitation. Ça, on y tient beaucoup parce que il est malheureusement parfois arrivé des cas où, après une activité de maintenance, après une activité de rétrofit, on redémarre un équipement où on a oublié de remettre un capteur sur une cartière, de mettre une échelle ou de mal positionner un élément qui provoque un accident. Le déroulé d'une intervention. C'est très important aussi de se donner ce déroulé-là et de se dire quel est le déroulé le plus sécuritaire et d'y intégrer tout le processus dont je viens de vous parler. Tout d'abord, l'étape préalable à tous les permis et toutes les vérifications qu'on peut faire pendant le suivi de l'intervention et la réception, c'est le plan de prévention. Le plan de prévention qui est réalisé en deux parties. Il y a d'abord l'inspection commune préalable qui se fait avec le responsable de l'activité sous-traitante et le CHSCT, bien sûr, et le plan de prévention. Le plan de prévention, on va le voir plus tard, mais on va y intégrer, c'est une analyse de risque générale sur les risques que l'entreprise extérieure va nous apporter dans son activité et les risques que nous, on va aussi donner, si je peux m'exprimer ici, à la société extérieure qui va venir faire les travaux. Ça peut être des process vapeur, ça peut être la circulation intense des camions sur le site et autres activités. Une fois cette phase faite, la société extérieure a son plan de prévention, a fait l'analyse de risque général, connaît le règlement intérieur de l'entreprise et peut venir travailler dans l'entreprise. Et là, il y a un accueil de l'entreprise extérieure qui est fait par le donneur d'ordre
responsable technique, responsable maintenance, où on va, et là c'est très important, faire un permis de travail. Un permis de travail, c'est ni plus ni moins qu'une analyse de risque sur le lieu de l'intervention, en prenant en compte, bien sûr, les tâches qui vont être faites lors de cette intervention. On n'est plus dans le général, là on a zoomé sur le périmètre de l'intervention et sur la nature de l'intervention. Après, une fois le travail commencé par la société extérieure, il va y avoir le suivi de l'intervention, où là, le responsable sécurité, le service sécurité peut intervenir en faisant des audits inopinés sur les chantiers, pour voir si tout se déroule bien, si la société extérieure respecte bien ce qui a été écrit dans le plan de prévention et dans le permis de travail. Et à la fin du chantier, il y a la réception de chantier, où là, on va vérifier avec la société intervenante, et même parfois, si ça le nécessite, le responsable sécurité, si la machine est remise en conformité et peut être mis en exploitation. Donc le plan de prévention, c'est un modèle Panzani, mais il se décompose en trois parties. Donc la première partie, c'est de lister, comme je vous ai dit, les risques apportés par les activités de l'intervenant. La deuxième partie, c'est les risques liés à l'exploitation, l'activité de production, qu'il ne faut pas oublier parce que des fois, le responsable maintenance a la tête dans le guidon et lui connaît tous les risques, mais malheureusement, l'intervenant ne les connaît pas. Et ce qui est important aussi, c'est le règlement intérieur de l'usine. Ils ont des fumeurs, dans une usine agroalimentaire, on ne mange pas à l'intérieur des ateliers, etc., etc. Et les procédures particulières qu'il peut y avoir, notamment, je pense à des entreprises où les consignations sont très sévères, la chimie, la pétrochimie ou autre. Les tenues vestimentaires dans certaines entreprises aussi. Le permis de travail. Le permis de travail, le donneur d'ordre et le responsable chantier de la société extérieure doivent le faire systématiquement pour chaque intervention et tous les jours. Tous les jours, pourquoi? Parce que tous les jours, les chantiers changent, les activités de production changent, et il est très important de se reposer tous les matins au début du chantier et de refaire l'analyse de risque. C'est vraiment très, très important de se poser et de se dire, voilà, aujourd'hui, où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui était bien hier, qu'est-ce qui n'était pas bien hier, est-ce qu'il y a eu un presque accident. Là aussi, c'est un exemple, c'est le permis de travail de la société Panzani, où en gros c'est du générique, on marque le nom et la date de l'intervention. Dans la première colonne, on va détailler les tâches. Les tâches, bien sûr, on ne va pas dire on prend une clé de 13 et on démonte le carter. On va surtout lister les tâches importantes qui vont être réalisées lors de l'intervention. Du début jusqu'à la fin. En face de ces tâches, on va identifier un certain nombre de risques. Et là, on va dire, ben, par exemple, il va y avoir des interventions de soudure, ben, on va faire un permis de feu, et aussi, est-ce que l'intervenant a tous les EPI? C'est un travail par point chaud, c'est du chalumeau, c'est de la soudure. Et là, on va mettre en face toutes les mesures de prévention. Et en faisant ce travail-là, on arrive à un chantier qui est maîtrisé en termes de déroulé d'intervention, parce que souvent le matin, quand on discute avec la société extérieure et qu'on nous dit ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, souvent le donneur d'ordre n'avait pas peut-être anticipé qu'il fallait consigner autre chose que ce qu'il avait pensé, peut-être avertir la production
qu'il va y avoir un mouvement, une manutention, etc. Et aussi, ça va nous permettre de lister et de mettre en œuvre des mesures de sécurité préventive qui n'avaient pas été pensées ni par la société intervenante, ni par le donneur d'ordre. Donc c'est un exercice très important où, à la fin, on a l'ensemble des noms des intervenants et le donneur d'ordre. Cette feuille-là doit être sur le chantier, à disposition du responsable sécurité, mais aussi du responsable de production, qui à tout moment peut voir ce qu'il y a à faire, les mesures de prévention qui ont été définies et où on se situe dans la journée au niveau du déroulé, au niveau des tâches de l'intervention. Là aussi, c'est un exemple. On parlait tout à l'heure de consignation. Il existe différentes consignations. La consignation électrique, la consignation vapeur, la consignation mécanique. Il est très important de créer un document d'attestation de consignation parce que il y a un déroulé, il y a des phases à respecter dans la consignation et il est extrêmement dangereux de louper une des phases. Alors, tout d'abord, c'est un exemple encore une fois de ce qui se fait chez Panzani. Et là, en gros, vous avez le donneur d'ordre. Exemple, le responsable de production demande à la maintenance de venir et de consigner une machine parce qu'il va y avoir du nettoyage. Et donc, on fait appel à la maintenance pour venir consigner soit de l'électricité, soit du pneumatique, soit de la mécanique, soit des fluides. Et là, il y a des étapes que doit respecter le responsable de la consignation, qui est d'abord la séparation, après la condamnation, séparation des énergies bien sûr, la condamnation, par contre on condamne, la signalisation, signaler à tout le monde que l'équipement est consigné, la dissipation ou la rétention des énergies, qui est très importante, et la vérification et l'identification. Il y a des personnes qui doivent être habilitées, qui doivent avoir suivi une formation pour pouvoir respecter ces 5 phases-là. Ensuite, la deuxième partie du document, c'est une partie très importante où il y a le responsable qui doit faire la demande, qui signe. Ensuite, il y a la société extérieure avec les noms des participants et le donneur d'ordre. Et ensuite, pour la fin des travaux, c'est le processus inverse, c'est-à-dire qu'on va voir le donneur d'ordre et qu'on lui dit est-ce que les interventions sont finies? Oui. La société extérieure signe le document comme quoi qu'ils ont fini, ils peuvent se retirer du chantier. Et ensuite, le technicien chargé de la déconsignation peut intervenir pour déconsigner l'équipement. Je vais vous parler de la réception des travaux aussi. La réception des travaux intervient à la fin de tout travaux de maintenance, curation préventive, très important. Vérifier si les moyens d'accès sont remis en place. C'est un exemple. C'est la liste qu'il y a ici. Alors c'est une liste qui concerne un établissement bien précis, mais je vous invite à le faire par rapport à vos équipements, à vos risques. Ça peut être aussi un protecteur de sécurité qui ne fonctionne plus parce qu'il y a eu des modifications dans la partie électrique, on a oublié de recabler. Ça peut être aussi un asservissement qui n'a pas été remis bien comme il faut, et on n'arrête pas les équipements comme il faut. Et ce document a une autre fonction aussi, c'est le nettoyage. Mon collègue parlait tout à l'heure, c'est très intéressant. C'est typiquement l'exemple qu'il donnait en disant avant c'était fait sur papier, maintenant c'est fait sur GMAO.
Ce document-là, typiquement, peut être rentré dans une GMAO, avec à la fin des travaux, qu'est-ce qu'on fait sur cet équipement? Cet équipement, ben, il a une sensibilité au niveau des carters, il faut toujours vérifier. Cet équipement, si on travaille sur le chemin de produit, si on travaille sur des canalisations, il faut le nettoyer. Donc ce document vous servira après, si vous avez une GMAO, à le rentrer directement dans la GMAO. Donc il a une double... on peut faire deux choses, on peut lier la qualité et la sécurité avec un document de réception de travaux. On a parlé beaucoup de techniques, beaucoup de processus. La montée en compétences aussi est très très importante. On ne peut pas faire un projet, on ne peut pas concilier la performance, la maintenance et la sécurité si on ne fait pas évoluer les hommes aussi. Il faut évoluer les équipements, mais il faut faire évoluer les hommes. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on a, comme tous les responsables maintenance, des équipes qui sont avec des anciens, un peu moins anciens, avec des compétences différentes. Et donc il faut se poser, il faut faire un constat. Qu'est-ce qui va dans mon service, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'organisation, de la méthodologie, des compétences. Et on se donne un objectif général. L'objectif qui a été donné sur le site, c'est d'optimiser l'organisation du service maintenance, améliorer la qualité, la sécurité, les conditions de travail, permettre une communication interne plus fluide, souvent c'est ce qui pêche, généraliser l'application des principes de maintenance et de sécurité industrielle. On a donné un cap, un objectif, une dimension humaine au projet. Après, quand on a fait ce constat, on a voulu évaluer le niveau de connaissance de l'équipe. Parce que pour mettre derrière un plan de formation, il faut avant tout savoir où c'est qu'on en est. Et là, on a évalué les compétences techniques, les aptitudes humaines, relationnelles, la communication, la capacité à travailler en équipe. On a identifié après les écarts par rapport à notre cadre, à où on voulait aller, à notre politique maintenance. On a détecté aussi le potentiel à chacun. C'est très important d'évaluer ce potentiel en faisant une évaluation personnalisée et aussi des plans de formation personnalisés. Ce qui est très important. Faire un plan de formation générale pour une équipe avec des différences en termes de capacité, de compétences, de connaissances, c'est très difficile. Et donc on a voulu vraiment faire quelque chose de très personnalisé. Comment ça s'est articulé? Donc processus d'évaluation basé sur des études de cas concrets, métier de maintenance, et sur les machines, on a fait des cas concrets. Un QCM métier de la maintenance et des connaissances techniques et des mises en situation de diagnostic de panne. On a pris des lignes et on a dit voilà, on va créer des pannes, surtout pour voir chez chacun le potentiel, les connaissances en termes de diag que chacun pouvait avoir, l'aspect aussi pragmatique. On a fait ensuite un plan de formation des techniciens sur 3 ans. Et là, on a restauré les fondamentaux. Restaurer les fondamentaux, surtout sur les principes de sécurité. Et là, on y a intégré dedans tous les processus dont je vous ai parlé, en disant voilà, quand on est donneur d'ordre, quand on intervient sur une machine, voilà ce qu'on doit respecter en termes de sécurité. La consignation, toutes les consignations, sur ce site-là, il y avait une énergie qui est la vapeur, qui est particulière, où là, il y a une formation bien précise sur la consignation de cette énergie-là. Et donc on a insisté sur ce point-là. Les méthodes de diagnostic qui sont très importantes sur un service maintenance, les bases mécaniques hydrauliques, les compétences générales.
On a consolidé les acquis qu'ils avaient, parce qu'il y en avait, hein, qui étaient très fortes sur certains domaines. Électricité avancée, notion électronique. On a travaillé aussi sur le comportement sécurité. C'est pas le tout de donner des documents, de donner des méthodes, mais il y a aussi un comportement qui est très très important. On a voulu insister sur ce point. Maintenance anticipée, méthode de maintenance, fiabilisation. Sur le site, il n'y avait aucune méthode, donc on a rentré des méthodes. Acquis de nouveaux savoirs sur la partie mécanique, les asservissements, les automatismes. Gestion et performance de la maintenance, on n'y pense pas assez, mais on ne sensibilise pas assez les gens de la maintenance à l'aspect performance. On en parle beaucoup au niveau des responsables, mais il faut faire descendre cette notion de performance jusque dans les ateliers, c'est très important. C'est d'autant plus important qu'on a trouvé très judicieux, et maintenant on s'aperçoit que c'est très efficace, de faire participer les techniciens de maintenance aux AIC. Les AIC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des méthodes de performance. Ça s'appelle animation à intervalle court. Ça fait partie du Lean ou du TPM, où tous les matins, les acteurs de la production, techniciens de maintenance, qualité, se réunissent, font un point. On prend les 2-3 éléments qui ont le plus mal marché la veille et on essaie de trouver des solutions et d'éradiquer les problèmes. C'est une méthode pour tuer les dysfonctionnements. Et ça, mettre cette notion de performance au même niveau que la sécurité rétablit le dilemme dont on parlait au début, le déséquilibre. Généralisation des analyses de risque avant les travaux, plan de prévention, permis de travail, réception de travaux, et aussi, je ne l'ai pas mis là, mais c'est très important, de tous les outils de performance comme l'amélioration continue ou le Kaizen, intégrer dedans l'aspect sécurité. Un exemple de grille d'évaluation des compétences, parce qu'après tout ça, tout ce qu'on s'est dit, il faut évaluer les gars, il faut évaluer les techniciens. Donc on a sorti une grille d'évaluation. C'est un point mensuel avec chaque technicien sur un échange, sur des thèmes. Ça peut être des améliorations, ça peut être des modifications dans la maintenance préventive, ça peut être des fiches préventives qui sont rajoutées à la GMAO. En tout cas, on tient à jour des évaluations pour chaque technicien. On le rend dans le processus de maintenance corrective. Ça peut faire partie aussi des aspects sécurité. On peut les mettre dedans, tous les thèmes qu'on veut, y compris la conciliation. La démarche de progrès Kaizen, je pense que tout le monde connaît. C'est une démarche de performance aussi, technique, basée sur la résolution de problèmes. On a formé les équipes techniques à résoudre des problèmes avec des méthodologies qui sont connues, qui fonctionnent, des outils issus de la TPM, comment résoudre un problème en posant les bonnes questions, en suivant un fil conducteur, en faisant participer aussi les autres services, qu'ils soient sécurité ou production. Voilà. En résumé, on a travaillé sur les volets organisationnels techniques, on a défini des processus de sécurité et de maintenance, on a travaillé aussi sur le volet humain, élévation du niveau de compétences, autonomie, dans la mise en œuvre du processus de mise en sécurité lors des interventions de maintenance. On voulait vous en toucher deux mots avec Joël. On a travaillé aussi sur l'alignement à la norme NFX 6400 que je vous invite à consulter. C'est une norme qui a été remise à niveau, qui est très intéressante. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que je vais nous présenter, n'hésitez pas. Merci Michel. Je vous passe la parole s'il y a des personnes qui ont des questions.
sous Toulouse, peut-être. Vous y retrouvez. Vous avez des questions, Monsieur Arnaud? Dans les travaux qui ont été présentés, il y a quand même, avec modestie, Michel n'a pas parlé d'une chose, c'est que le processus qu'il a refondu, c'est bien avant l'arrivée de la norme NFX 6400, parce que cette norme, elle a été publiée en décembre de l'année dernière. Et donc les travaux qu'a engagé Michel sont bien antérieurs à cette date-là. Ça va faire bien 4 ans que tu travailles là-dessus. Et donc ce qui est intéressant à voir, je vous incite à aller voir cette norme qui fait bien le point, fait bien le tour de tous les aspects de mise en sécurité. On parle de mise en sécurité, on ne parle plus de conciliation. Pour sécuriser toutes les interventions. Parce que quand on parle d'intervention de maintenance, à juste titre, Michel a parlé d'opérations de maintenance niveau 1, de nettoyage de machines. Il faut avoir conscience que les risques sont des fois partagés par les opérateurs, ou par les gens du process, ou par les gens qui viennent faire des essais sur les machines. Donc très souvent, la sécurité c'est l'apanage de la maintenance, mais c'est une erreur. Il faut l'étendre vraiment à toutes les corporations de l'entreprise. Et cette norme NFX, autour du groupe de travail, il y avait évidemment des industriels, il y avait également des partenaires, on va dire des partenaires publics, entre guillemets, pardon, je vais oublier le terme, des associations comme l'INRS, le CARSAT, évidemment, et puis également des associations comme la nôtre, la FIM, l'Association française d'ingénieurs maintenance, mais également, évidemment, tous les industriels qui étaient déjà soit très avancés sur le processus, comme EDF, mais également d'autres industriels qui sont aussi, comme Naturex, par exemple, on en a parlé, bercés par des problèmes de sécurité énormes sur leur entreprise liés au process. Donc cette norme, je vous incite à aller la voir parce qu'elle fait vraiment bien le point. C'est la première norme qui est en France qui vient bien définir toutes les terminologies. Quand on parle de consignation, des fois d'une entreprise à l'autre, d'un service à l'autre, il y a des différences de pratique. Donc là, cette norme-là, elle est vraiment là pour essayer de dire attention, on va parler de mise en sécurité. Il y a un processus technique de mise en sécurité, c'est ce que tu as démontré avec les 5 étapes. Et puis derrière ceci, il y a tout un ensemble de préconisations qui sont faites pour que vous puissiez poser cette organisation. Alors ce que j'ai apprécié dans le travail, parce que tu parles beaucoup d'entreprises utilisatrices, mais le processus, vous l'avez généralisé, je crois. Oui, on l'a généralisé, c'est pour ça qu'on a formé les techniciens de maintenance à l'analyse de risque. Le plus difficile dans la maintenance, surtout dans la maintenance curative, c'est le technicien qui arrive sur une panne. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de mode opératoire. Dans une intervention de maintenance préventive, tout est noté, on sait ce qu'on va faire, on sait comment on va le faire, on sait quelle pièce on va changer. Quand on arrive sur une intervention curative, il faut donner obligatoirement aux techniciens de maintenance la possibilité de faire une analyse de risque. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je valise? Qu'est-ce que je condamne? Comment je me mets en sécurité pour faire une action de maintenance? Et ça, c'est très important de donner cette notion aux techniciens de maintenance. Donc, dans cette norme-là, il y a également beaucoup de thèmes qui tournent autour de comment mettre en place une analyse des risques. L'analyse des risques, ce n'est pas uniquement quand vous faites au plan de prévention, que là tu as bien expliqué, mais c'est vraiment l'analyse des risques qu'il faut la perpétrer durant tout le cycle de vie de l'intervention. C'est-à-dire, avant l'intervention, bien sûr, il y a une réflexion qui est menée avec un tiers, s'il y a une entreprise extérieure qui vient, ou un technicien en interne qui intervient. Il y a également une analyse des risques à prodiguer juste avant l'installation du chantier pour savoir si on ne va pas occasionner ou si on n'a pas des surprises à la mise en œuvre de cette intervention. Il y a une analyse des risques lorsque vous lancez les travaux, à voir. Il peut y avoir des changements de scénario ou de contexte durant l'intervention. Ça veut dire que durant l'intervention, il faut être capable de pouvoir aussi poser le tournevis ou la clé à molette et puis revenir en arrière. Et puis, une fois qu'on a fini l'intervention, dans la norme, vous pourrez trouver aussi des aspects qui sont très intéressants et sur lesquels des fois il y a beaucoup de flou, c'est la remise en énergie des installations. Parce qu'on ne va pas forcément mettre en sécurité l'équipement, intervenir, lever les conciliations de la même façon.
vous pouvez être amené, si vous faites une évolution technique sur un équipement, tu as parlé d'évolution, modification d'un asservissement, je ne sais pas, j'ai un travail de tuyauterie fait sur un réseau d'acide. Il va bien falloir à un moment donné, quand le donneur d'ordre et l'entreprise intervenante ou le technicien conviennent que les travaux sont finis, il va falloir qu'on refasse des essais dessus. Donc cette norme-là aussi, il y a quelques chapitres qui sont liés à ça, en disant, attendez, il y a peut-être des fois des analyses des risques à faire pour bien calibrer, bien border les essais. Parce que des fois, on remet les énergies, mais est-ce qu'il faut qu'on applique des mesures compensatoires? Je ne sais pas, j'ai une tuyauterie avec de l'acide concentré. Je peux présumer que le travail a été très bien fait par l'entreprise qui était intervenue. C'est un spécialiste en tuyauterie sur de l'inox. Mais on peut avoir un problème de malfaçon. Donc je vais remettre les énergies. Quel risque j'expose un peu l'environnement, l'homme. Donc l'analyse des risques peut être spécifique aux essais et puis on peut peut-être essayer de mettre en place ou envisager des mesures compensatoires si jamais les choses ne se passent pas bien. Donc le but de cette norme n'est pas de rejeter la responsabilité sur les entreprises, c'est toujours vrai vis-à-vis de la loi, hein, du pénal, mais derrière ça c'est bien de faire un peu le point sur les rôles et les responsabilités et les différents processus techniques et organisationnels à mettre en œuvre. Et je vous engage à vous la procurer parce qu'on y découvre pas mal de choses. Tu as parlé d'un outil Securafim, je crois. Alors justement, notre association travaille depuis des années sur les aspects de consignation parce qu'on sent bien qu'il y a du flou, hein, à un moment donné. Un des problèmes qui d'ailleurs est récurrent dans les entreprises, M. Huguet en a parlé avec l'identification de tous les actionnaires, de tout ceci, tous les tags, toutes les étiquettes qu'on va retrouver dans les GMAO, pour faire en sorte que quand on a un plat, un PID, un schéma qui identifie un organe, on le retrouve bien sur le terrain. C'est important parce que le technicien, lui, connaît la technologie, mais quand il va consigner, il va avoir un processus technique qui va permettre d'isoler cet organe-là. On a besoin d'intervenir sur de l'énergie, vapeur ou ce que vous voulez, mécanique, pour arriver au bon organe tout de suite. Alors là, on va vous dire, attendez, faites attention, il y a un processus technique, il faut bien identifier cet organe. Mais derrière ceci, depuis des années, Securafim, qui est un produit qui a été développé en partenariat avec l'INRS, permet de faciliter la définition de la cartographie des énergies sur les équipements et toutes les lignes de production, machines, etc., etc. Ça va permettre de faire non pas un point d'analyse des risques sur l'équipement, mais ça permet de faire un inventaire de toutes les sources de potentiel d'énergie qui arrivent sur l'équipement, des énergies qui sont générées par l'équipement ou des énergies résiduelles. J'ai une capacité d'air comprimé sur un équipement, je ferme la vanne, mais est-ce que je n'oublie pas qu'il y a une bombe au sein de la machine? Et donc, cette cartographie portée par Securafim permet de faire cet inventaire, permet de généraliser un peu les points de coupure. Et c'est souvent des outils qui sont intégrés dans les gammes de maintenance préventive, par exemple. C'est-à-dire en amont de toute intervention, il y a cette fichier qui sort, qui est associé, et qui va permettre de préparer le plan de prévention lié à cette intervention. Alors c'est en aucune façon un outil de consignation, c'est simplement un outil qui va permettre de matérialiser vraiment sur le terrain les organes. Je pars en intervention, j'ai 3 points de coupure d'énergie, il y a l'élec avec un sectionneur, j'ai l'arrivée d'air comprimé, plus, j'en sais rien, un autre point d'énergie. Le gars part avec sa fiche, il faut qu'il arrive sur le terrain à bien identifier les macarons bleus. Donc si vous voulez, vous avez dans cette mallette un package qui vous permet de construire le système, mais vous avez sur le terrain les étiquettes bleues qui vont être posées, ce qui donne lieu à ce genre de configuration sur lequel vous avez par exemple 1, 2, 3, 4, 5 points de neutralisation d'énergie. Alors attention, est-ce qu'on a besoin de neutraliser toutes les énergies ou pas? Securafim n'y répond pas. Ça va être le processus de consignation que vous allez définir qui va dire
je suis exposé pour telle nature de travaux, je suis exposé à tel risque, et donc, je vais neutraliser cette énergie. Voilà. D'autres des questions? Suite à... C'est clair? Écoutez, je vous remercie.